Bonjour et bienvenue ici à la résidence officielle de la Fédération de Russie au Cameroun où nous recevons en exclusivité aujourd'hui comme invité à Globe Watch Monsieur l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun. Avec lui, on va évoquer les questions liées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale il y a 80 ans. On va parler de la géopolitique de la Russie dans le monde, ses relations avec l'Afrique, les Nations Unies, le Cameroun et les autres questions d'intérêt général dans le monde. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, bienvenue à l'équipe de CRTV, à notre résidence, de toute votre équipe. Et merci pour venir, je suis prêt à dialoguer sur toutes les questions d'intérêt. Merci beaucoup, Excellence. Cette semaine, une partie de la planète, les chefs d'État, les patrons des organisations internationales se sont retrouvés à Moscou aux côtés du président Vladimir Poutine pour marquer les 80 ans de la fin des hostilités pendant la Deuxième Guerre mondiale, communément appelée la journée de la victoire. Quel symbole donnez-vous à cette occasion? C'est en fait très symbolique pour la Russie et pour le monde entier. Chez nous, nous disons la grande guerre patriotique, car pendant cette grande guerre patriotique, nous sommes, avec tous les alliés, on a obtenu une victoire qui a permis les changements positifs dans le monde. Vous savez, je crois que les victoires dans cette guerre, non seulement a éliminé le régime raciste qui occupait toute l'Europe, mais permis de libérer les pays de l'Est. On a commencé le mouvement de libération en Asie, dans beaucoup de pays. Vous avez 89 l'Inde a obtenu l'indépendance. Mais au fond, c'est le début de la libération, de décolonisation de l'Afrique. En grand historique, pourquoi il y a autant d'invités? Car dans beaucoup de pays, on comprend le sens de cette victoire, le sens historique. Vous savez, pour nous, pour notre peuple, pour notre société, c'est quelque chose d'énorme, car les pertes pendant cette guerre énorme, 27 millions perdus, vies. Vous pouvez imaginer, par exemple, que pendant ces années, on a éliminé 27 millions de notre citoyens de l'Union soviétique. Tout à fait. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est peut-être la nation qui a subi le plus grand nombre de pertes en vie humaine. Comme vous venez d'évoquer, 27 millions, c'est ce que l'histoire retient, mais peut-être les chiffres sont plus nombreux que ça. Vous vous êtes alliés avec les États-Unis et les autres pays après l'attaque contre la Russie par l'Allemagne d'Adolf Hitler. Quel est le rôle central que la Russie a joué pendant la Deuxième Guerre mondiale pour mettre fin à cette page noire de l'histoire de l'humanité? Vous savez, je dois dire, quand il s'agit de pertes, il faut noter les pertes énormes de la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Énormes pertes. Mais quand il s'agit de l'Europe, je peux vous... La présence même à Moscou du président chinois. Oui, autant que je sache, dans le même, en ce temps, il y a des conversations entre notre président Vladimir Poutine et le président de la Chine, Xi Jinping. Il y a beaucoup de conversations, même avec les leaders de l'Afrique qui sont venus, qui sont en train de venir. C'est symbolique de la victoire, la paix, de la victoire de justice. Car l'idéologie de ce régime allemand, avec beaucoup d'alliés en Europe, avec l'Italie, vous avez, pendant cette guerre, il y a beaucoup d'alliés en Europe, par exemple, l'Italie, Roumanie, Hongrie, Finlande, et les autres pays occupés qui sont... Il y a toujours des questions très intéressantes pendant cette histoire. Par exemple, il y a un gouvernement en France de Vichy qui est en collaboration avec l'Allemand. Mais
cette victoire énorme, mais avec les forces unies de tous les alliés. Je peux dire, il y a beaucoup d'intéressants films quand il s'agit de cette opération en Normandie. Mais vous pouvez faire une comparaison. En Normandie, autant que je sache, à peu près des chiffres. C'est à peu près de 10 000 pertes de soldats russes. Non, en Normandie, c'est américains, 1944, américains, anglais et alliés en général. Okay. Et par exemple, la bataille de Stalingrad, la perte de notre côté, c'est à peu près 1 million de soldats. La perte allemande, à peu près 1,2 million. Stalingrad, Leningrad, c'est-à-dire les villes nommées auprès des personnalités russes, c'est-à-dire Staline et Lénine. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est très symbolique. Dans cette période, nous revenons cette historique nomination à cette ville, ou par exemple bataille de Kursk, ou par exemple bataille de Opération Berlin. Barbarossa. On oui. peut en citer beaucoup. Mais Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez compris pourquoi l'Allemagne avait attaqué la Russie à l'époque, l'Union soviétique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que vous venez en 1939-38 de signer un accord de non-agression avec l'Allemagne? Est-ce que vous avez compris pourquoi l'Allemagne, votre allié, a fini par vous attaquer en 1941? Je peux dire une chose, que la Russie était le dernier pays en Europe qui a signé l'accord de non-agression. La France a signé cet accord. Les accords de Munich avec la Grande-Bretagne, tout ça encore. Avant de Munich, on a signé les accords de non-agression. La Pologne a été signé les accords de non-agression. Et les accords de Munich, ce qui a passé, on a firmé la paix et on a détruit la Tchécoslovaquie, par exemple. Même le début de la guerre, en septembre, en Pologne, il y a une expression historique, une guerre étrange. Les Allemands ont attaqué, mais pendant une longue période, dans le front oriental, occidental, il n'y a pas d'activité. Le régime hitlérien de Hitler et tous ses alliés ont croyé qu'il y a les supermen, super hommes en Europe. Il y a les autres. La théorie de la race suprême. La théorie de la race suprême. Ils ont commencé ce que nous, dans notre pratique juridique, nous constatons comme génocide. Excellence. Tout le monde connaît le génocide contre les Juifs. Tout à fait. Mais dans cette guerre, 3 minutes, c'est parmi des 27 millions de pertes humaines, c'est plus de 17 millions, c'est le civil. Les enfants, les femmes. Et tout autre. Excellence, depuis 1945, il y a eu fortement de développements technologiques dans le monde. D'abord, la bombe atomique, qui a redéfini la course de l'histoire, avec les événements regrettables, même si c'est la principale cause de la fin de la guerre, Hiroshima et Nagasaki. Mais une question reste, la peur de se retrouver dans une confrontation globale qui s'appelle simplement la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez qu'avec le poids technologique que la Russie en a, vous avez fait suffisamment pour éviter un autre théâtre comme la Deuxième Guerre mondiale? Vous savez, la technologie, c'est neutral. Ça dépend de les gens qui disposent de cette technologie. Je peux vous dire, même après la signature de capitulation de l'Allemagne, après la conférence de Potsdam, on a apparu, il y a beaucoup de documents qui sont publiés pour le moment, à l'époque secret. Vous savez quelque chose sur le plan inadmissible. C'est l'idée du leader de l'Angleterre, Churchill, après la déroute d'Allemagne, commencer la guerre contre l'Union soviétique. Avec les forces capitulées de l'Allemagne, ils n'ont pas décidé
Ou par exemple, il y a beaucoup d'informations sur le plan drop shot des États-Unis. Après l'apparition des bombes atomiques, on a commencé d'élaborer les plans d'attaquer l'Union soviétique avec les bombes. On a signé près de 100 villes, les plus grandes dans notre pays, pour les attaquer. Et même en 1949, après que la Russie a pu exploiter sa bombe atomique, on a apparu quelques balances. Malheureusement, dans ce monde, c'est le balance des forces. Vous avez travaillé ensemble avec les États-Unis, la France et les autres alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour éliminer les forces nazistes. Le président Roosevelt, Staline et le Premier ministre britannique, le fameux Grand Trois, se sont retrouvés à Téhéran pour une rencontre qui a sémé la stratégie pour la fin de la guerre. Comment expliquer que vous avez travaillé ensemble aujourd'hui? Vous n'arrivez même pas à vous dire bonjour à certains moments de l'histoire. Vous savez, nous sommes toujours prêts à la collaboration et coopération. Mais il faut prendre en considération les intérêts nationaux. Si quelques agrupations disent que nous voulons faire une déroute stratégique à l'autre partie, ce n'est pas une balance de perte. Il faut compter tous les intérêts nationaux. Et vous savez, quand nous agissons ensemble, nous pouvons faire terme à la guerre. Quand nous agissons en contre les uns les autres, on a apparu quelques nouvelles confrontations et les conflits. L'idée de l'ONU, c'était créer l'organe en collaboration qui permet de maintenir la paix et la stabilité. Mais si quelqu'un essaie de pousser seulement, insister seulement sur son opinion sans importance à les autres, il est impossible. Il faut chercher les approches communes. C'est notre vision. Et vous venez d'évoquer les Nations Unies créées en 1945 pour la promotion de la paix et la solidarité internationale. Et parmi les institutions qui concurraient à un moment fortement dans le monde, pour cette mission, c'est la communauté des États indépendants, c'est-à-dire le Commonwealth ou bien la francophonie que dirige la Russie à l'époque, qui avait environ 15 pays qui faisaient partie de ce mouvement, exclusivement, si vous me permettez, les anciens pays satellitaires de l'Union République soviétique. Vous savez, c'est disparu. C'est pas disparu. Vous savez, il est très... Comme le pacte de Varsovie, c'est fini comme ça. Non. Pourtant, les autres structures continuent à exister. Comment expliquer que ces structures sont parties et l'OTAN fonctionne, le pacte de Varsovie... Sa structure marche très bien. Ça marche très bien? Je peux dire, oui, il y a des réunions des chefs d'État, il y a milliers d'accords. Par exemple, la majorité de notre concitoyens, on peut aller et revenir sans visa, sans permis de travail. On peut exploiter les marchandises, etc. Il y a autant d'accords qui nous aident de coopérer. C'est très important pour nous. Il y a beaucoup de mécanismes juridiques, information, par exemple, scientifiques, transfert de technologies, coopération et le libre-échange. Le libre-échange des citoyens d'un pays peuvent visiter les autres pays sans visa, avec les passeports nationaux. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà fait. Même cette intégration beaucoup plus large. Il y a une intégration plus étroite, nous disons, économique et eurasiatique, avec des États comme Biélorussie, comme par exemple Kazakhstan, l'Arménie, et Kyrgyzstan, oui. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'autres normes, par exemple sanitaires, etc., qui nous permettent de coopérer. Les investissements, la coopération, les transports, toutes ces choses, c'est très important. Vous venez d'évoquer les marchandises et vous venez d'évoquer les questions liées
au commerce et vous êtes l'un des piliers sans débat, le poumon de l'énergie mondiale, le pétrole ou bien le gaz russe. C'est simplement ce que les anglo-saxons appellent Russian Gas Diplomacy. Comment utilisez-vous ces éléments aujourd'hui quand vous vous êtes confronté à ce que vous appelez les ennemis de la nation russe? Vous savez, dans ce contexte, nous n'utilisons pas ces produits dans la guerre. Malheureusement, nous avons observé les tentatives d'utiliser le commerce international dans le fin de déroute, imposer la déroute, de déstabiliser ce marché très important. Nous sommes ouverts à travailler avec tout ce qui veut travailler avec nous. Nous travaillons avec la Chine, par exemple. Nous travaillons avec l'Inde, par exemple. Nous travaillons avec les autres pays d'Amérique latine. Nous travaillons avec... Il y a une bonne expression qui a apparu dans notre langage politique, la majorité. La majorité mondiale. Pourquoi vous évitez tactiquement d'évoquer que vous travaillez avec l'Europe? Parce que, quoi qu'on dise, c'est votre premier client en termes de consommation énergétique. Pour le moment... Et quand je parle de l'Europe, je parle des États membres de l'Union européenne. De l'Union européenne. Vous savez, on a constaté que dans l'Europe, il y a des changements de notre opinion. Ils croient que notre gaz ne sont pas démocratiques, peut-être, mais jusqu'à un moment, il y a beaucoup... Que votre gaz n'est pas de bonne qualité aujourd'hui? Oui, quand auparavant, tout le monde consommait le gaz russe. Oui, il y a quelques expressions, ils disent que ce n'est pas un gaz démocratique. Peut-être il y a un gaz qui est venu des États-Unis qui est démocratique. Mais quand il s'agit de formules, c'est la même formule. Mais vous êtes au courant qu'il y a d'exploitation des gazoducs, par exemple, au mer Balte. Il n'y a pas de résultats. Le Nord Stream, par exemple. Nord Stream, par exemple. À travers de l'Ukraine, il y a un gazoduc qui passait à l'Europe, mais c'est l'Ukraine qui a terminé le contrat. Il dit non, pour le moment, il est impossible. Avant, par exemple, il y a un gazoduc qui passait, par exemple, par Biélorussie et la Pologne, mais la Pologne a dit que nous ne nécessitons pas d'un gaz. Mais il y a le gazoduc qui passe vers la Turquie, et nous continuons notre coopération. Dans un instant, on va évoquer l'Ukraine. Parlons les changements à la Maison-Blanche et liés au commerce mondial. Il me semble que le président Trump a imposé un système tarifaire un peu comme ça à tout le monde, sauf la Russie. De ma compréhension, sauf si je me trompe. Je peux vous expliquer. L'expression « sauf la Russie » signifie une chose, qu'avant, contre notre pays, on a imposé autant de sanctions qui n'ont pas le sens de faire le nouveau. Autant que je sache, c'est près de 30 000 des sanctions contre notre secteur énergétique, secteur de l'industrie, notre transport, notre production agricole, etc., 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 notre transport aérien. Ils ont déjà terminé, je pense qu'ils ont déjà terminé toutes les sanctions. Peut-être qu'ils vont chercher quelque chose en plus, mais il n'existe pas dans le monde un autre pays. Non, vous dites techniquement que Washington s'est épuisé des sanctions contre la Russie parce qu'il y en a tellement qu'ils ont constaté qu'il n'y a plus rien de nouveau. Peut-être, pour le moment, ou bien Donald Trump, vous trouvez un messie? Ce n'est pas un missile, ce n'est pas un message. Je peux vous dire une chose. Le sauveur, j'ai parlé d'un sauveur. Oui, peut-être, mais vous voyez, ils disent les sanctions secondaires. Quand ils ont terminé toutes les sanctions contre la Russie, ils essayent de faire les sanctions contre notre partenaire, contre la Chine, contre l'Inde, contre les autres pays. Et vous voyez, je ne suis pas sûr si cette situation tarifaire entre la Chine et les États-Unis, c'est déjà presque épuisé aussi. Avec les tarifs de 200%, 300%, je ne suis pas un économiste. C'est une question que j'avais évoquée la dernière fois
lorsque j'étais ici avec vous, la question ukrainienne, et ça a toujours un lien avec l'explosion du monde vers la Troisième Guerre mondiale. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la question de l'Ukraine, je ne souhaite pas revenir sur la rencontre entre le président Trump et le président Zelensky à la Maison-Blanche. Côté russe, comment voyez-vous la fin des hostilités? Côté russe, c'est déjà clair et nous avons déjà déclaré que nous sommes prêts à terminer ces hostilités. Mais il y a des questions de notre sécurité nationale qu'ils ont à prendre en considération. Quelles sont ces questions de sécurité nationale? C'est évident. L'apparition de l'Ukraine comme un État indépendant était des conditions de neutralité. La non-violence des droits des Russes. Vous savez? Si je vous comprends très bien et pour la compréhension de tous les Camerounais, tant que l'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne, 1, 2, tant que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, 3, tant que le système antimissile américain ou bien transatlantique n'est pas en Ukraine, c'est un pays qui va rester en paix. Parce que si je comprends, ce sont vos préoccupations géostratégiques. Oui, bien sûr. L'Ukraine, avec l'apparition de l'État, c'est un pays avec une population très proche et avec une minorité très grande, russophone. Tout à fait. Autant que je sache, avec l'apparition de l'Ukraine, c'est le premier État, c'est 80% de la population domine la langue russe. Okay. Dans vos relations partout dans le monde, vous avez désormais une forte présence en Afrique. Le sommet russe-Afrique a eu lieu il y a des mois, environ 20 mois maintenant. Quand vous regardez votre coopération avec l'Afrique maintenant, chiffrée à environ 20 milliards de dollars, quel est le point le plus stratégique selon la Russie? Vous savez, les points stratégiques, c'est la coopération dans le domaine énergétique, agricole, éducation et aider à la communauté africaine de coopérer entre eux. Peu à peu, avec les zones de commerce intérieur, apparaît quelque chose de très important pour l'Afrique. La coopération entre Africains, c'est très important. Et la coopération dans toutes les directions, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Arabie saoudite, avec le Brésil et les autres. C'est très important. Sauf que les secteurs que vous venez d'évoquer, ce n'est pas les secteurs que les analystes dans les médias, dans les télévisions, dans les radios évoquent chaque jour. Chaque fois qu'on veut parler de la coopération russe-Afrique, tout le monde évoque la question sécurité et selon certains analystes, vous êtes là pour remplacer la France partout, surtout dans les zones des pays francophones en difficulté. Le Mali, le Niger, la République centrafricaine, voici ce qu'on parle. Je ne crois pas que c'est une bonne vision. Nous ne voulons pas remplacer quelqu'un. Mais s'il y a des États qui ne sont pas contents de la coopération pour assurer leur sécurité, car vous savez que dans cette zone du Sahel, il y a beaucoup de défis de sécurité. Et beaucoup de ces pays se nommer. On a coopéré beaucoup des années avec tel ou tel partenaire de l'Europe, mais ils ne sont pas obtenus de résultats. Ils ont demandé appui à la Russie. Et nous essayons de faire ce qu'ils voulons. Nous n'imposons pas les conditions de terminer la coopération. Mais je crois l'essentiel pour nous, c'est la coopération doit être pour notre bien-être, pour notre population. Ce n'est pas une coopération pour
contre quelqu'un. J'ai dit plus d'une fois, et dans mes contacts avec les amis d'ambassadeurs, il y a la place pour tout le monde en Afrique, il y a place pour tout le monde au Cameroun. Si viendront par exemple, si viendront quelqu'un par exemple du Cuba ou de l'Indonésie, du Vietnam, de l'Iran, d'Israël, du Pakistan, il y a de place. Est-ce que vous avez les projets phares aujourd'hui qui changent la vie des Africains, les Africains ordinaires dont vous êtes intéressés dans le domaine de l'éducation? Est-ce que vous donnez les bourses aux jeunes Africains de se former, de ses capacités dans les domaines stratégiques tels que la technologie par exemple? Vous savez, quand il s'agit de technologies et de quelque chose qui sont vraiment stratégiques, c'est très important, formation universitaire. Je crois que notre aide, par exemple pour Cameroun, c'est 120 becs gratuits de l'État. C'est très important d'avoir les gens bien formés qui disposent de la possibilité d'attirer les nouvelles technologies. Mais il y a une question, la capacité d'un État de recevoir ces technologies. C'est très important, car il y a des questions, par exemple, énergétiques, très importantes de développer ces secteurs. Okay. Et je crois qu'au Cameroun, on a fait beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à faire. La présence du président Biya au dernier sommet russe-Afrique est un élément marqueur dans la rediffusion globale de la relation entre Yaoundé et Moscou. En dehors des sanctions de visas pour les détenteurs des passeports officiels, quels sont les autres éléments qui montrent aujourd'hui que vous vous êtes avancé concrètement selon certains? Très intéressant. Il y a de temps en temps les choses invisibles, mais très très importantes. Je peux dire que l'année passée, notre commerce, qui ne sont pas grands, mais c'est presque augmenté 50%. C'est très intéressant. Nous avons envoyé à peu près des 50 000 tonnes de grains de blé, à peu près des 43 000 de engrais, qui est très important pour l'agriculture. Je ne parle pas d'autres produits, mais il y a aussi des produits électroniques, quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, il y a notre importateur. Comme ambassadeur, je rencontre presque une semaine, dans une autre semaine, quelques autres représentants de business qui viennent ici et qui demandent, il faut avoir des contacts avec les producteurs du cacao, du café, avec des autres. Je peux dire que l'année passée, autant que je sache, c'est 4 millions seulement achats, 4 millions de dollars achats par la Russie du cacao. Il y a une semaine, une autre délégation, on a signé quelques préaccords, mais je crois qu'il faut penser sur les projets beaucoup plus intéressants. Par exemple, vous êtes producteur du pétrole, mais quand il s'agit du gasoil, quand il faut le produire. Il y a par exemple les possibilités dans cette entreprise à Limbé. Mais il faut proposer. Vous évoquez la question de la Sonara. Oui. Je ne sais pas si vous lisez les réseaux sociaux camerounais. Vous venez d'évoquer les choses très importantes, les échanges commerciaux, la formation des jeunes Camerounais. Mais lorsque vous lisez les réseaux sociaux camerounais, on accuse la Russie au Cameroun d'avoir les Camerounais qui font le combat pour la Russie dans certains théâtres de guerre dans le monde. Vous voyez ça? Oui. Ou vous dites simplement que oui. Ça, c'est les publications de certains apprentis sorciers qui veulent détruire la coopération entre Yaoundé et Moscou? Je peux vous dire une chose. Tout d'abord, quand il s'agit de réseaux sociaux, il y a beaucoup de malinformation, il y a deepfake, il y a malinformation. Malheureusement, il est très difficile car il faut penser sur la balance de la liberté d'expression et pour éviter de malinformation. Dans ce contexte, je veux dire, notre ambassade a entrepris tous les efforts pour ne permettre pas de cette activité. S'il y a quelqu'un qui vient à notre ambassade en déclarant
que je vais participer dans cette guerre, notre ambassade reprend tous les efforts pour éviter que cette personne vienne à Russie. Et possiblement, il peut perdre la vie. Mais il est impossible, dans ce monde très ouvert, très pénétrable, éviter quelques situations. Ça peut arriver, mais ce sont des cas isolés. Nous travaillons sur chaque cette situation. Et je peux vous dire, pour notre opération spéciale, nous ne voulons pas participation internationale. La Russie était la première nation au monde, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de dire ouvertement qu'on allait soutenir la candidature de Philemon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, en tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était fait, il est là, son mandat va finir bientôt. C'est vous-même qui avez déclaré ici que la Russie va le soutenir. Quand vous regardez la manière dont il gère les questions mondiales aujourd'hui à la présidence des Nations Unies, vous êtes satisfait de sa performance? Vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes très contents de la manière sage, coopérative, de représentants du Cameroun, Philemon Yang, qui a occupé ce poste pour chercher le balance des intérêts, pour contacter tous les partis intéressants. Nous sommes très contents. Malheureusement, je peux vous dire une chose. Vous savez, c'est pour le moment, c'est le tour. Il y a des tours des régions qui doivent présenter les candidatures. Et nous avons l'information. Il pouvait rester là-bas pour un autre mandat. Non, non, non. C'est la tour de l'Union européenne et on a voulu présenter la candidature de Baerbock, ex-ministre des Affaires étrangères. Allemand. Allemand. Excusez-moi, mais je peux dire ouvertement que nous avons beaucoup de questions quand il s'agit de sa compétence. Nous avons écouté beaucoup de déclarations qui ne sont pas très fortes. Et l'autre question pour nous très importante, c'est la russophobie. Il a déclaré une fois que l'Allemagne est en guerre avec la Russie. On a corrigé, mais c'est la situation. Okay. Mais quand il s'agit de la présidence du Cameroun de Philemon Yang, nous sommes vraiment reconnaissants de coopération, de compréhension et de notre bonne coopération dans beaucoup de sujets. Et avec cet espoir de la continuité de la coopération et de la solidarité internationale que nous mettons thème à cet entretien ici à la résidence russe à Yaoundé. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Cameroun Radio Télévision et nous espérons que dans les prochains 80 ans, il n'y aura pas une troisième guerre mondiale dans le monde. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous et vous pouvez être sûr que cette résidence, c'est votre maison. Bienvenue à n'importe quel moment. S'il y a quelques explications, une question, je suis toujours prêt. Merci à vous et merci à tous votre téléspectateurs. Merci. Merci. Akiba.